Marie-Laure Bontemps, je suis Clinical Data Project Manager dans le laboratoire pharmaceutique Ipsen, que j'ai rejoint il y a 3 ans maintenant. Donc je suis très heureuse d'être ici, j'espère que vous m'entendez bien, pour vous présenter ce projet de conversion de données en SDTM et ADAM dans le but d'une soumission réglementaire à la FDA. J'ai eu le plaisir de travailler en collaboration avec Patrice, ici présent, pour le plaisir partagé. pour le côté stat. Et ce qu'on voudrait faire aujourd'hui, c'est vous présenter l'approche qu'on a suivie dans ce projet. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est juste un retour d'expérience. En fait, je pense pas que vous allez apprendre quelque chose de révolutionnaire, mais moi, j'étais complètement nouveau dans le domaine et j'ai beaucoup appris en 2 ans et demi. Et voilà, je vais juste vous parler de ce que j'ai appris et de comment on a abordé le problème. Voilà. Donc d'abord, les objectifs de ce projet, c'est vraiment la soumission d'un ECTD, donc Electronic Common Technical Dossier, pour un NDA, New Drug Application, et soumettre cet ECTD à la FDA. Donc on soumettait à la division CDR Oncologie. Et on a décidé, dans le but évidemment de se rapprocher des recommandations de la FDA, de convertir nos bases de données d'études cliniques non CDISC en format CDISC, SDTM et aussi ADAM. On avait un deuxième objectif aussi, c'était de créer un Safety Pool Database, donc une base de données poolée, dans le but de réaliser une analyse à proprement dit de safety et de la transmettre aussi à l'FDA. Donc, avant d'aller dans le vif du sujet des conversions en SDTM, je voulais juste rappeler ici un petit peu le contexte d'un ECTD et comment c'est composé. En fait, il y a 5 modules obligatoires pour un ECTD. Et en l'occurrence, en data management et en statistique, on est vraiment intéressé par le module 2 et le module 5. Dans le module 2, c'est vraiment le résumé de nos analyses d'efficacité et de safety, et aussi une overview des études cliniques qui composent le dossier. Donc on intervient vraiment en revue de ce module. Et là où on donne notre input en termes de dataset, finalement, c'est dans le module 5, puisque c'est là qu'on va poster tout notre matériel SDTM et ADAM. Il y a aussi tout ce qui est Clinical Study Report et aussi l'analyse globale de safety qui se trouve dans ce module. Et en ce qui concerne la structure du module 5, et en particulier en ce qui concerne les datasets, c'est assez figé. Donc c'est pour ça que je le montre ici, parce qu'en fait, on ne peut vraiment pas dévier de cette structure. Et pour ceux qui ne le savent pas, donc voilà un petit peu comment ça se compose. C'est-à-dire que pour chaque étude, on va poster les SDTM au même endroit, c'est-à-dire... Je n'ai pas de souris. Dans ce folder ici, dans le folder tabulation SDTM. Pour ce qui est de l'ADAM, c'est dans le répertoire d'analyse ADAM et aussi dataset. Donc voilà un petit peu où ça se trouve dans le dossier. Pour ce qui est de l'ISS ici, alors on fait ça par étude et aussi l'ISS, c'est l'Integrated Safety Summary, donc c'est l'analyse de safety. C'est exactement la même structure qui est suivie que pour celle d'une étude, si ce n'est que c'est une base poolée. Donc, voilà, finalement, là, ce qu'on va présenter, c'est le process global qu'on a suivi pour convertir ces données en SDTM ADAM et pour créer le pool. J'irai ensuite dans le détail de la conversion SDTM des études individuelles et ensuite je parlerai du pool. Ensuite, Patrice prendra la parole et vous détaillerez un peu l'aspect conversion ADAM, la création du pool ADAM et aussi on fera le point sur
d'autres petits aspects à considérer dans le but d'une soumission, et notamment, on vous donnera un petit feedback sur les questions qu'on aura pu recevoir et qu'on a pu recevoir de la FDA. Donc, tout d'abord, le contexte. On avait donc 6 études au total à convertir, toutes en SDTM et toutes en ADAM. Pour chacune de ces études, on avait à peu près tout le matériel disponible qui existe dans une étude clinique, donc les protocoles, les CRF annotés, la base de données clinique finale, le plan d'analyse stat, les analyses datasets, les tables et les listings qui avaient été produits pour chacune des études et le rapport d'études cliniques. Parfois, j'y reviendrai, il nous manquait surtout, pour ces 6 études, les règles de dérivation qui avaient été utilisées pour les analyses. Donc, en fait, le dossier s'articulait autour d'une étude unique, ce qu'on appelle l'étude pivot, et c'est elle qui donnait un peu l'indication du dossier. Ensuite, on avait 5 autres études qui supportaient un peu ce dossier au niveau de la safety, en fait. Ces études se sont terminées différemment dans le temps. Et grosso modo, on avait 3 études qui ont suivi qui suivent encore pour les études qui sont ongoing, les standards IPSEN, qui sont directement inspirés du SDTM. Donc, on peut penser facilement convertissable en SDTM à la fin. Puis on avait 3 études legacy, c'est-à-dire qui suivaient aucun modèle standard et dont les données avaient été collectées de manière non standard, en fait. Quoi d'autre? Donc oui, je disais qu'on avait 2 études qui sont encore ongoing aujourd'hui. Au niveau des raw datasets, les couleurs ont vraiment une signification, puisque, comme je le disais, les 3 premières études, dont l'étude pivotale, suivent les standards IPSEN et donc sont de plutôt bonne qualité. Pour ce qui est des études legacy, le petit bonhomme sourit, parce que finalement, les bases de données étaient quand même interprétables, même si elles ne suivaient aucun modèle connu et facilement mappable en SDTM. Pour ce qui est des analyses datasets, c'est la même chose, en fait, au niveau des 3 études qui suivent les standards IPSEN, c'est-à-dire que ils sont de plutôt bonne qualité pour celles-ci. Pour ce qui est des legacy, c'est un petit peu plus difficile, puisque nous ne les avions pas, ou alors on n'avait vraiment pas de documentation sur tout ce qui a été dérivation appliquée sur ces datasets. Voilà. Donc voici le process de conversion qu'on a suivi. Donc en fait, c'est 2 en 1, ou 1 en 2. Le but étant vraiment d'avoir à la fois les données des études individuelles en SDTM et en ADAM, et de créer un pool. Donc pour ça, soit on part de la base de données, c'est l'option 2 en fait en bas, de la base de données source qu'on convertit en SDTM, puis qu'on convertit en ADAM. L'option 1 étant un petit peu différente, puisque pour convertir le SDTM, on part de la base de données source. Rien n'a changé ici. C'est plutôt pour convertir en ADAM, où on peut partir des datasets d'analyse, en fait, sans repasser par le SDTM. Donc Patrice reviendra un petit peu plus tard sur les différences entre ces options et pourquoi on a choisi l'une ou l'autre. À la fin, on poule de toute façon le SDTM dans une seule et même base de données qui sert aussi à dériver un pool ADAM, en fait, de safety.
La traçabilité, donc c'est vraiment l'aspect crucial en fait dans une soumission. Et là, je rappelle un petit peu ce qui est écrit dans le Study Data Technical Conference Guide écrit par la FDA, qui est encore draft, ou peut-être plus aussi encore draft. Donc, grosso modo, ça signifie que si un des reviewers de la FDA n'est pas capable de tracer la donnée de l'étude dans la soumission à partir des raw data jusqu'à la fin dans l'analyse, alors ça peut compromettre la revue pour cette soumission, ce qui n'est pas souhaitable. Là, c'est une autre vision du process qu'on a suivi, et pour un petit peu encore rappeler combien cette traçabilité est importante, c'est-à-dire que tout ce qui est dans le CRF au départ doit se retrouver à la fin dans les tables des études, des rapports qui constituent le rapport d'études cliniques, mais aussi dans les tables qui vont constituer l'analyse de safety, ISS. Donc pour ça, évidemment, donc on part du CRF toujours, les raw data ensuite, on va dans le SDTM, on pool ces données. Ensuite, on part soit du SDTM, soit des analyses datasets de l'étude pour partir vers la DAM. Le pool de SDTM donne le pool à DAM. On crée tous les rapports et les tables qu'il faut. À la fin, il faut quand même s'assurer d'une espèce de cohérence entre toutes ces tables et que finalement, tout ce qui était dans le CRF se retrouve bien à la fin et dans ce qui est présenté à la FDA. Alors, je vais rentrer dans la conversion SDTM des études individuelles. Je ne parle pas du pool. C'est exactement ce qu'on a soumis à la FDA dans le module 5, donc, c'est-à-dire tous les datasets en SDTM. On a suivi le modèle 1.3 avec une version de l'Implementation Guide 3.1.3 et la contrôle terminologie de décembre 2012. Donc en fait, quand on a commencé le projet en 2012, la version 3.1.3 n'était pas sortie, par exemple. Donc c'est juste une petite aparté. Et on a quand même décidé d'aller... elle n'était pas encore acceptée par la FDA. Elle était sortie, ces disques, mais pas acceptée par la FDA. Mais par rapport à nos timelines, évidemment, et par rapport au fait qu'on soumettait à la division oncologie et que ce modèle contenait des nouveaux domaines standards oncologie, on a quand même décidé de partir avec cette version. Le risque était faible que la FDA n'accepte pas de recevoir les données dans cette version. Ensuite, on soumet évidemment le CRF annoté en SDTM. On soumet aussi, alors il y a différentes façons de le présenter, mais là, on a un document particulier qui résume les critères d'inclusion et d'exclusion de chacune des études. Et ce, parce qu'en fait... Dans le dataset inclusion-exclusion, on n'a de toute façon parfois pas la globalité du critère, puisque c'est assez long. Donc là, on résume le tout ici. Évidemment, on crée le define.xml associé. Et celui-ci a été créé selon la version 1. Pour finir, et c'est assez important, on décrit un petit peu dans un FDA Reviewer's Guide ce que le reviewer va trouver dans ses bases de données. Et en fait, on s'est fortement inspiré du template du Fuse pour l'écrire. Voilà. Donc, j'en reviens à la traçabilité au niveau de la conversion SDTM, à proprement parler. Donc, ce qui est important ici, et ce que je voulais souligner, c'était l'aspect des mapping spécifications. Évidemment, on part de raw data, on va en SDTM, il faut écrire quelque part comment on a mappé ces données. Et évidemment qu'il y ait une espèce d'aller-retour entre celles-ci, afin qu'on puisse toujours retourner, encore une fois, au CRF patient. Donc c'est assez lourd, ça demande beaucoup de temps et surtout beaucoup de temps de revue aussi, pour pas se tromper, surtout quand on parle, surtout au niveau des études legacy, pour qui parfois
pour lesquels parfois on se demande si on doit mapper dans tel domaine ou dans tel autre. Enfin, c'est pas forcément évident tout le temps. Il y a un autre aspect assez important qui est la validation. Et le QC, après, quand on reçoit nos bases de données en SDTM, s'assurer qu'effectivement c'est le reflet des données sources, et donc ça prend du temps. Je vais aborder un petit peu maintenant, c'est pas forcément exhaustif, mais enfin c'est ce qui peut-être qui nous a le plus marqué dans l'équipe. Donc tous les challenges auxquels on a été confrontés. Donc d'abord les bases de données legacy, hein, comme je le disais, c'est des différentes façons de collecter les données. Et donc forcément, à la fin, on peut avoir des SDTM Data Conformance Issues, enfin ce qu'on appelle les SDTM Data Conformance Issues. Et je donne des exemples ici. Par exemple, pour une des études, on n'avait pas collecté la date d'administration ni la dose administrée dans la base de données. Donc on a dû créer des règles spécifiques de mapping pour ça. Ou alors des medications qui étaient collectées à chaque visite et pas du tout sous forme appendice comme on peut le voir dans les études en général. Ou encore, pour une des études, la date d'informed consent n'a pas été collectée dans le CRF. Donc, c'est quand même un requis. À chaque fois, on a fait tourner les OpenCDisc pour vérifier qu'on limitait le nombre de data conformance issues et qu'on avait le plus possible réussi à mapper en SDTM les bases de données. En tout cas, toute déviation était documentée dans le Reviewer's Guide de la FDA s'il y en avait, afin d'expliquer pourquoi et justifier de l'absence ou non de certains items. Ce qui peut aussi poser parfois quelques petits soucis, c'est les sources data issues. Et encore une fois, c'est surtout pour les legacy. C'est-à-dire, ce sont des bases de données gelées sur lesquelles on ne peut plus intervenir. Et effectivement, si la date de fin d'un AE est avant le début de l'étude, c'est embêtant. Donc dans ce cas, ce qu'on a fait, c'est qu'on a effectivement dû documenter tout ça aussi dans le Reviewer's Guide afin de montrer qu'on en est conscient et que c'est pas normal, mais que ça existe effectivement. Si on pouvait aussi, de façon générique, régler une source data issue, on a pu le faire en créant aussi une règle de mapping spéciale et en la documentant. Les études d'ongoing aussi sont... Alors ça dépend en fait du process choisi. Aujourd'hui, on ne ferait certainement pas de la même façon, mais au moment où on a commencé, on a donc travaillé aussi sur les études ongoing. C'est-à-dire qu'on a voulu commencer avant que l'étude soit gelée, à proprement dit, et on a voulu commencer à mapper en SDTM avant que ce soit gelé. Ce qui, en fait... on pourrait penser qu'on avance le travail, c'est vrai en quelque sorte, mais d'un autre côté, le fait de travailler sur une base de données non stable peut amener à retravailler dessus plus tard, puisque la structure a pu changer et les données à l'intérieur de la base ont pu vraiment évoluer. Donc tout le travail de QC qui est fait une première fois doit être refait une seconde fois. Donc vraiment, quand c'est possible, travailler sur une base de données stable et gelée finalement, je pense que c'est la meilleure solution. Enfin, un petit mot sur les trial design et en particulier le domaine TS. C'est le dataset qui résume un petit peu l'étude. Et en réalité, l'information provient de différentes sources dans ce domaine. Elle provient du protocole, elle provient de la base de données, ou elle provient encore d'autres sources, comme on rajoute de l'information sur l'indication et le diagnostic qui doit être codé en SNOMED. On doit aussi
si on le peut, donner un DUNS code qui est finalement le code de l'entité de l'entreprise. Donc tout ça, c'est pas forcément évident à trouver. Et à cela s'ajoute le fait que dans l'implementation guide, il y a vraiment très peu de règles qui expliquent comment alimenter en fait ce dataset. Donc vraiment, c'est un domaine sur lequel il faut travailler finalement. Et le mieux, c'est de le travailler en ayant une bonne vision de toutes les études qui vont être converties, et de façon à homogénéiser un peu les règles que l'on prend. Je vais d'ailleurs en parler là maintenant en ce qui concerne le pool SDTM. Donc on soumet exactement la même chose que pour une étude individuelle, rien de différent, si ce n'est le Reviewer's Guide qu'on a choisi d'être beaucoup plus light et que les versions des études individuelles, puisque toutes les sources data issue de ces études étaient décrites ailleurs. On ne les a pas répétées dans ce Reviewer's Guide. On a simplement highlighté les points vraiment très spécifiques au pool. En termes de traçabilité, c'est assez simple dans ce cas-là, puisque c'est vraiment... on colle les données des études individuelles les unes après les autres. On met tout dans un même dataset et voilà, c'est fait. On a le SDTM poulet. Et tout ce qui va avec, hein, je n'en parle pas. Alors, les challenges ici, c'est vraiment l'harmonisation entre les études, parce qu'on avait vraiment le cas dans notre projet de différentes façons de collecter les données, et donc parfois de les mapper aussi en SDTM. Et ce qui peut amener, pour certaines données en particulier, une base de données poolée qui n'est pas facilement interprétable pour certains des paramètres. Donc vraiment, c'est vraiment le plus gros aspect en fait de ce pooling, hein, arriver à homogénéiser au maximum les données. En exemple de différence, on collectait dans 2 études différentes des clinical events. Et pour l'une des études, la sévérité de l'événement était collectée en catégorie, en fait, alors que pour l'autre, c'était un test et on avait un résultat. Donc, mild, moderate pour le résultat ou une catégorie. Donc là, le pooling à ce moment-là est assez compliqué. Un autre exemple, c'est aussi qu'on avait collecté la durée d'un épisode d'effet indésirable. On collectait la durée dans une des études, mais pas dans les autres. Donc, est-ce qu'au moment du pooling, on garde cette donnée dans la base poolée? Ça se discute. On ne l'a pas fait et on a préféré dériver tout ça dans la DAM à la fin. Aussi, au niveau du domaine des dispositions, c'est là que c'est important de vraiment essayer de regarder les études en même temps et pas séparément comme on a pu le faire. C'est vraiment une leçon qu'on a apprise. C'est d'harmoniser tout de suite les codes en fait, au niveau des dispositions des patients. Par exemple, hein, il y a d'autres exemples. Parce que pour l'une des études, on avait par exemple withdrawal of consent ou l'autre consent withdrawn ou subject withdrawal, ce qui veut dire exactement la même chose, mais on avait 3 codes différents. Donc voilà, vraiment le message ici, c'est d'harmoniser au maximum dès le début, hein, de regarder ces études dès le début et de façon globale et de tout de suite décrire la terminologie, la contrôle terminologie qui sera utilisée. Donc, ce qu'on a fait aussi maintenant, c'est qu'on a développé des standards migration rules chez Ipsen qui vont nous aider pour les soumissions futures. L'harmonisation aussi, par exemple, toujours dans les trial design domain, dans TA,
Donc là, on modélise les codes pour les bras, les bras de traitement. Essayer aussi, c'est un autre exemple d'harmonisation, d'avoir le même code pour le même traitement, quelle que soit l'étude en fait. Si on prend le traitement 10 mg, d'ailleurs je me suis un petit peu trompée, le C ça devrait être 20 mg. Voilà. Mais enfin, bref, pour la même dose et la même formulation, indépendamment du design de l'étude, essayer d'avoir les mêmes codes pour les bras afin pour aider les stats aussi. Voilà. En termes de coding, c'est aussi un gros aspect dans une soumission et quand on pool des données. Déjà, la FDA accepte de recevoir une base de données codée avec MEDRA et WDD seulement. Donc, toutes nos études legacy n'étaient pas forcément codées qu'avec MEDRA et WDD, déjà. Donc, forcément, ça suppose du recoding. On doit utiliser... alors, la recommandation, c'est d'utiliser la dernière version disponible des dictionnaires MEDRA et WDD. Donc, je le disais, les legacy studies devaient être recodés. Et grosso modo, pour la base de données poolée, si on utilise une version unique du dictionnaire, c'est mieux. Donc, on a décidé de recoder toutes nos études, toutes les études qui demandaient à être recodées. Nos études ongoing et l'étude pivotale étaient déjà codées avec les dictionnaires qu'on voulait utiliser. Ce qui, en plus, c'est un avantage puisque ça colle complètement après au rapport d'études cliniques. Alors, sur les Adams Conversion, donc on a fourni donc les Adam Datasets. Donc, le premier Adam Dataset, bien sûr, c'est le ADSL, puisque c'est celui qui est utilisé aussi pour les autres. Donc, il y a eu, on a eu aussi des Adam d'efficacy, puisque pour les études individuelles, il n'y avait pas que la safety, il y avait aussi l'efficacy. Donc, l'exposition, les AE, concomitant, lab, etc., etc. Bien sûr, le define.xml créé selon les spécifications 1.0 et comme le SDTM, le Reviewer's Guide. Alors, comme Marie-Laure vous en a parlé, il y avait donc deux options pour dériver les ADAM. Une option qui utilise les données SDTM et une autre option qui utilise les données d'analyse des datasets. Donc, ces options, en fait, nous, quand on a commencé le projet, on a vu des CRO, on a vu un certain nombre de CRO. Certaines nous disaient que par rapport aux documents qu'on avait, c'était peut-être mieux de prendre justement ce qui avait été investi au niveau des analyses datasets. D'autres nous disaient non, il faut prendre le process normal de SDTM. Bon, la CRO qui nous a dit c'est pas mal d'utiliser les analyses datasets avait l'air convaincante, avait l'air de connaître de quoi elle parlait. Et on avait aussi un certain nombre d'avantages à prendre cette solution-là au moment où on l'a décidé. Donc pour certaines études, c'est l'option qu'on a choisie. Pour d'autres, en particulier dans les cas où on n'avait pas d'analyse des datasets, là on a forcément été obligé de partir des SDTM. Bien sûr, au niveau des métadatas, ils ont été alimentés par les dérivations qui ont été documentées au niveau des RAP. On avait quand même un minimum de choses. Aussi par rapport aux analyses des datasets, des fois il y avait des choses qu'on ne retrouvait pas dans le RAP et qu'on pouvait deviner par rapport aux analyses des datasets. Et puis bien sûr, ces métadatas référençaient les variables des SDTM au niveau des algorithmes. Alors au niveau de la comparaison entre ces deux options, l'option qui privilégierait l'utilisation des analyses des datasets, ça serait le fait que dans certains cas, les analyses des datasets sont quand même assez proches d'un format Adam. Il y a aussi, une des raisons, c'est aussi que des fois, il y a des variables qui, au niveau des calculations, sont très difficiles à dériver. Donc, c'est toujours plus facile de partir de quelque chose qui existe déjà dans ces cas-là. Aussi, des fois, les dérivations n'étaient pas, comme je vous le disais, n'étaient pas forcément bien détaillées. Donc, comme on avait l'analyse des datasets, c'était toujours mieux pour créer les ADAM de partir de là. Et aussi, comme vous allez le voir après, on a aussi, pour garantir la traçabilité, reproduit un certain nombre de tables. Donc effectivement, en partant des analyses des datasets, le risque de ne pas pouvoir reproduire ce qui avait été produit au niveau du rapport est quand même minimisé. Alors, sinon, on est parti des SDTM
parce que aussi c'est quand même considéré comme la voie naturelle, on va dire. Et puis aussi pour 3 études, on n'avait pas les fichiers d'analyse. Quelle que soit l'option choisie, on a en tout cas documenté au niveau des Reviewers Guide le process choisi, donc on a été complètement transparent. Les algorithmes qui ont été définis au niveau des define ont toujours malgré tout référencé les SDTM variables, même si on utilisait les Adams. Et de toute façon, la traçabilité dans les deux cas a été vérifiée tout au cours du process. Alors, donc là, ça reprend exactement le schéma. Ce que ce slide vous dit, c'est que quand on a eu les Adams, en fait, on a refait tourner un ensemble, un certain nombre de tables qu'on a comparé avec les tables qui avaient été obtenues par rapport aux analyses datasets au moment du rapport. Et donc, on a vérifié que la comparaison entre ce qu'on obtenait par rapport aux Adams et ce qu'on avait obtenu avec les analyses datasets était la même chose. Donc, sur un certain nombre de key results d'efficacité et de safety qu'on a définis au préalable. Alors, s'il y avait des différences, puisqu'il y en a eu certaines, à ce moment-là, on les a documentées dans le Reviewer's Guide. Alors, faut voir que les différences, quand il y en a eu, c'est quand même sur des vieilles études. On a une étude qui date de 2002, une qui date de 2009-2010. Donc c'est vrai que sur l'étude de 2002, on a trouvé un certain nombre de différences. Alors, les différences, elles n'étaient pas dramatiques. Enfin, c'est toujours pas plaisant, mais on en a eu, on a été obligé d'être complètement transparent. Elles étaient pour certains cas dues à des problèmes de recoding, puisque, comme Marie-Laure l'a expliqué, on a été obligé de recoder les bases de données avec la dernière version. Il y avait aussi un certain nombre de problèmes dus à des arrondis, alors qu'on n'a pas vraiment pu expliquer. On a donné la liste et on n'a pas pu vraiment les expliquer. Et puis d'autres problèmes dont je n'ai pas forcément le souvenir. Mais en tout cas, ce qui était important de dire et ce qu'on a souligné au niveau du Reviewer's Guide, c'est que les différences qu'on avait trouvées entre ce qui avait été obtenu au moment du rapport et ce qu'on retrouvait maintenant n'impactaient pas, en tout cas, les conclusions d'efficacité et de safety de l'étude. Donc ça, je pense que c'était un point sur lequel on insistait. Objectivement, on n'avait pas d'autres arguments à donner que l'impact des différences qu'on trouvait était, de ce point de vue-là, minimal. Alors, au niveau du Reviewer's Guide, donc, comme je vous l'ai dit, on a expliqué le process, donc on a expliqué les données qu'on avait utilisées pour produire les ADAM, à savoir est-ce qu'on est parti des ADS ou des SDTM. Donc comment on assurait cette traçabilité. On a détaillé aussi le principe des métadatas. On a aussi mis le focus sur les population flags. Il y a les différentes populations qu'on a expliquées. Bien sûr, les variables de traitement, le coding, comment les defines étaient construits. On a aussi, dans le Reviewer's Guide, il y a parfois des algorithmes qui sont très très longs et très complexes et qui pour un problème de taille, ne rentrent pas dans les defines. Donc là, on les a mis une annexe spéciale. On a aussi donné la liste des key variables. On a donné les résultats des checks de compliance. On a aussi, et ça on en reparlera plus tard, on a eu un retour de la division d'oncologie sur un certain nombre de problèmes, et donc on a mis dans ces Reviewers Guide les issues qu'on avait eues avec ces requirements. Et on a aussi résumé la traçabilité et résumé donc les différences que je vous ai dites précédemment, les différences qu'on aurait trouvées entre les tables qu'on faisait tourner maintenant et celles qu'on avait fait tourner avant, enfin celles du rapport. Au niveau du define, donc là c'est juste pour vous résumer les hyperlinks qu'il y a. Je pense que si vous êtes assez familier, donc on a les analyses datasets avec un hyperlink sur les métadatas des analyses datasets et sur les métadatas des analyses variables qui pointent après sur les algorithmes, sur les value level metadata et sur les formats. On avait eu une question de la FDA là-dessus, sur le fait qu'en fait, ils auraient aimé avoir, au niveau des algorithmes, des hyperliens sur les variables qui rentraient dans les algorithmes, donc les variables ADAM ou SDTM. On ne l'a pas fait, c'est passé. Donc voilà, c'est juste, un point à dire. Au niveau du pool ADAM, des pools ADAM, donc même genre de fichier. Donc là, pour le coup, pas du tout de fichier d'efficacité. On s'arrête au AE, lab data, vital sign, exposition, donc tous les dispositions, les démographies, les medical history, bien sûr la DSL. Donc pas du tout des données d'efficacité puisqu'on ne faisait pas de ISI. Bien sûr le define.
et également le Reviewer's Guide, comme pour les études individuelles. Donc, au niveau du process, donc on a eu, bien sûr, les individuels SDTM qui nous ont donné ce pool ADAM, ce pool SDTM, pardon. Le pool ADAM a été construit à partir du pool SDTM. Et ce qui documentait la façon de dériver le pool SDTM des pools ADAM, c'était bien sûr le plan d'analyse de l'ISS qui a aussi alimenté les métadatas, donc au niveau des dérivations, au niveau des variables qu'on utilisait et tout le reste. Alors, au niveau, bien sûr, à la fois au niveau SDTM, mais à la fois au niveau ADAMS, il y a aussi des issues par rapport à l'uniformisation, puisque les études, en fait, elles sont construites complètement de façon hétérogène. Et là, je vous ai cité juste 3 exemples qu'on a documentés dans le RAP. Le premier étant la raison de sortie d'études qui, entre les études, pour le coup, était parfois très hétérogène et qu'on a dû reclasser et donc redocumenter au niveau du RAP. Et pour ça, on s'est aligné sur l'étude pivotale, puisque c'est l'étude qui a le plus d'importance dans la soumission. Au niveau des lab data, donc on avait par exemple une étude pour laquelle les labs étaient collectés de façon locale, ce qui nous a posé quand même un certain nombre de problèmes. Donc là, je vous ai mis la référence d'un article qui permet justement d'ajuster ces normal range et ces values en utilisant les normal range de l'étude pivotale. C'est aussi quelque chose qu'on a documenté dans le RAP. Troisième exemple, au niveau des adverse events, la méthode de collection des adverse events était des fois un petit peu différente. Donc en fait, ce qu'on a essayé au niveau du RAP, c'est de prendre le cas le plus général possible et en fait d'être dans la situation la pire où on ne va pas volontairement exclure un adverse event de l'analyse poolée. Alors, on a eu un retour de la FDA sur les flags. Donc, la FDA nous a dit, attention, vous allez faire une ISS, mais il faut bien inclure dans vos ADAMS des flags qui vont servir à analyser la safety selon un certain nombre de caractéristiques. Donc là, c'est essentiellement des caractéristiques liées à la durée du traitement et aux différentes doses. Donc, c'est des choses qui ont été, par contre, essentiellement rajoutées aux ADAMS. Donc, c'est des choses qui ont été vraiment dans une perspective d'analyse. Alors, ce qui a été mis dans les SDTM, c'est, je pense à une variable, c'est l'étude d'origine. Donc, effectivement, les SDTM documentent de quelle étude viennent les études au niveau du pool. Donc, tout ça a été documenté au niveau du RAP. Effectivement, c'est des flags qui étaient liés à des caractéristiques à baseline ou des choses qui étaient liées par rapport à la durée de traitement ou à la dose, puisqu'en termes de safety, c'est aussi très important de voir combien le traitement a duré et quelle est la dose et la dose cumulée, par exemple. Alors, on a dû, puisque quand on fait une soumission, en général, il y a toujours des mises à jour après, ce qu'on appelle les 120 jours safety update. Et là, on avait eu un feedback d'une précédente soumission qui nous disait, attention, il faut flaguer, puisqu'il y a un certain nombre de cas qui vont rester identiques. Et puis, comme on travaille sur des bases ongoing, il y a un certain nombre de cas aussi qui vont être soit nouveaux, soit modifiés. Donc, ce feedback nous avait dit, attention, il faut flaguer ces nouveaux cas au niveau des fichiers, à la fois SDTM et ADAM. Donc, c'est quelque chose qu'on a documenté dans le RAP, c'est quelque chose qui n'était pas évident à faire, c'est quelque chose qu'on a refait. Et l'objectif derrière, c'était aussi d'être capable de reporter les nouveaux adverse events qui étaient arrivés depuis la soumission originale, donc ce qu'on a été capable de faire. Il faut savoir aussi que c'est quelque chose d'assez important, surtout quand on a une durée cumulée d'exposition additionnelle plus grande de 20%. C'est-à-dire quand la FDA dit quand vous avez une augmentation de plus de 20% de l'exposure, il faut de toute façon produire des résultats sur les données additionnelles, pour les nouveaux adverse events, etc. Donc le challenge par rapport à ça a été de le faire dans les SDTM, et ça a été possible, là tu peux peut-être intervenir, mais ça a été possible essentiellement au niveau des subdomaines. Je ne sais pas, tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Non? Voilà. Ouais, il n'y a pas de possibilité de faire ça. Ouais.
Alors, ce fameux DOB2, donc ce fameux DOB2 a été une recommandation qu'on a reçue après le pre-NDA briefing document, après que celui-ci a été envoyé par Ipsen pour le pre-NDA meeting. Alors DOB2, ça veut dire Division of Oncology Product 2, je ne sais pas pourquoi, si quelqu'un sait. Bref. Donc, ces recommandations concernent essentiellement les domaines liés à la tumor identification, aux results et aux réponses, donc RS, TR et TS, TU, et sont des recommandations qui sont nécessaires pour des analyses de survie, de PFS, de response rate, de disposition et aussi d'adverse reaction. Donc, alors il faut savoir aussi que ces recommandations concernent aussi d'autres panels que ceux qui sont mis plus haut, en particulier ADSL, AE, CM, etc., etc. Alors, des exemples. Alors, bien sûr, on a essayé de coller le mieux possible à ces recommandations. Alors, on n'a pas toujours pu. Quand on n'a pas pu, on l'a justifié au niveau des Reviewers Guide. Alors là, je vous ai donné, on a trouvé 3 exemples. Par exemple, au niveau du CM, le DOB2 suggère qu'il y ait une variable CM4, Category for Medication, qui ait certaines valeurs prédéfinies. Et nous, donc, on n'avait pas du tout ces valeurs-là. Donc, on a dit, bah ok, mais too late. Donc, on garde ce qu'on a, on l'a justifié. Au niveau des LB aussi, des lab data, il y a aussi des valeurs requises pour la variable LBRIND, où ils sont dans le high and low, et nous, on n'était pas du tout là-dedans. Et puis au niveau du RS aussi, il y a le fait qu'on n'avait pas, pour nos études, collecté de best response. Marie-Laure, c'est correct. Okay. On a eu aussi un retour assez tardif durant l'été du FDA Office of Scientific Investigation. C'était une requête qui concernait la fourniture de listing de données, des principales données des études, enfin de l'étude pivotale en l'occurrence, par site. Et avec une possibilité aussi de façon volontaire de soumettre des datasets par site. Ce qu'on n'a pas fait, parce que c'était pas obligatoire, donc ce qui n'était pas obligatoire, on ne l'a pas fait. On avait vraiment peu de temps pour faire ça. Donc, on a dû produire ces listings par site. Alors, ça veut dire, bon, bien sûr, PDF bookmarké avec le site number en hyperlink, etc., etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'était quelque chose qu'on a dû faire rapidement, sous une semaine. Autre chose, on a eu aussi des demandes supplémentaires de Define, puisque, comme vous le savez, pour certains cas, on est parti des analyses datasets. Donc, on l'a eu sur une autre soumission que la nôtre. On ne l'a pas eu sur la nôtre. Mais en tout cas, sur une autre soumission que la nôtre, ils nous ont demandé, en fait, les defines des raw data et les defines des analyses datasets qu'on avait utilisées pour dériver les ADAMS, et également les programmes de création des analyses datasets. Et pour finir, les programmes de génération des tables des listings. On a été très surpris d'avoir cette demande. Nous, enfin, encore une fois, nous, on ne l'a pas eu. C'est une autre division qui l'a eu. Voilà, c'est une autre division qui l'a eu. Donc, on aurait été un petit peu mal aussi de ce point de vue-là. Homogénéiser au début au maximum les règles de mapping en SDTM. C'est vraiment la clé. Dès le début, il ne faut pas faire par étude finalement. C'est mieux de regarder tout d'un coup avant de programmer en fait. Voilà. Oui, un petit truc aussi, c'est de poser vos questions à la FDA si vous le pouvez avant la soumission, pour savoir si vous allez dans le droit chemin par rapport à ce qu'ils attendent. Nous, on l'a fait pour le pré-NDA meeting, où il y a une réunion préparatoire avec la FDA avant de soumettre pour leur expliquer le dossier. C'est pas que en termes de données, c'est vraiment global, c'est surtout le dossier, mais on peut ajouter des petites questions data management et statistiques si besoin, et notamment proposer notre plan de standardisation pour voir s'ils ont des commentaires à ce moment-là. Parce que s'ils en ont, c'est bien de le savoir et d'avoir le temps surtout de les implémenter.
parce que parfois ça peut prendre du temps. En l'occurrence, pour notre cas, ils sont revenus avec les flags, mais ils sont aussi revenus avec des demandes d'analyse complémentaires de safety auxquelles on ne s'attendait pas forcément, qu'on n'avait pas prévu. Donc évidemment, ça peut rallonger le temps de soumission. Et donc, va être prêt à recevoir des demandes additionnelles de la FDA. Notamment, ce qui nous a un peu, pour nous, surpris, c'est le plus surpris, c'est les demandes de listing pour préparer leurs audits, en fait, sur les sites qu'on n'avait absolument pas prévus et finalement, pour lesquels on n'était pas du tout avertis. Donc, ça a l'air d'être assez standard chez eux et ça va le devenir vraiment, je pense, puisqu'ils vont probablement bientôt finaliser leur guidance là-dessus. Voilà, c'est tout pour nous pour aujourd'hui.